Bonjour, toujours dans le cadre de cette histoire des signes de coefficient de corrélation linéaire, je vous rappelle que ici, vous pouvez mettre le signe positif ou bien le signe négatif. Supposons que vous avez déjà fait une estimation, que vous avez trouvé par exemple ici le signe de la pente négative, alors il faut, dans le cadre, c'est-à-dire pour déduire une fois que vous avez bien déterminé votre coefficient de corrélation linéaire, il faut mettre le signe ou dans l'interprétation, il faut dire que la relation entre x et y elle est négative. Mais dans ce cas-là, on va garder le signe, comme je l'ai bien précisé, de la variable, c'est-à-dire de la pente. Bien, relativement à la huitième question, on vous demande de tester la significativité globale de la régression. Donc, si jamais vous avez déjà, ça va vous donner, si jamais vous avez déjà fait le test sur bêta, on a déjà, c'est-à-dire ici, conclu comme quoi que la conclusion qu'il faut tirer aussi, que puisque bêta est significativement différent de 0 au risque de 5%, on peut dire que la variable exogène, ou bien la rentabilité de l'indice américain, contribue à l'explication de la rentabilité de l'indice européen. Donc déjà, on a un a priori sur la significativité globale du modèle. C'est ce qui va être confirmé par le test c'est-à-dire de R carré, ou bien ce qu'on appelle le F-test. Il faut bien faire la différence entre le test, ça c'est un F-test, alors que la significativité globale partielle de bêta, c'est un T-test, ou bien le test de student. Bien. Donc voilà, on met dans H0 R carré est égal à 0, ça veut dire le modèle n'est pas significatif. Au H1, le modèle il est significatif. On calcule, donc F calculé, je peux, comme je l'ai bien précisé, je peux, une fois que vous avez établi votre tableau d'analyse de la variance et vous avez bien vérifié comme quoi vous n'avez commis aucune erreur, vous allez rajouter une dernière colonne dans le brouillon. Vous pouvez même c'est-à-dire la mettre dans ce tableau, c'est-à-dire bêtement, vous allez prendre cette moyenne divisée par cette moyenne afin d'obtenir donc le f calculé, ou bien je peux la vérifier autrement. Le f calculé, c'est une autre formule, c'est le r carré divisé par 1, divisé par le tout divisé par 1 moins r carré divisé par n moins 2. Si vous faites le calcul, r carré est égal à 76,36, c'est le même résultat. Si vous prenez par 0,2350 divisé par 0,031, on va trouver le même résultat. Donc ça, c'est le f calculé. Le f calculé, comme on a bien précisé auparavant, il suit une loi de Fischer avec 2 degrés de liberté. Vous avez le degré de liberté des numérateurs et le degré de liberté des dénominateurs. Vous avez A et 60. Donc je vais vérifier sur la table de la loi de, c'est-à-dire la loi c'est-à-dire de Fischer. Voilà, c'est la loi de Fischer. Donc vous avez donc la loi de Fischer, Snedeker, voilà, donc vous avez un degré de 1, donc vous avez V1 est égal à 1, et V2 est égal à donc 60, 60 vous allez chercher dans la valeur la plus proche. Donc la valeur la plus proche, soit 40, soit 80, avec une probabilité de 0,05. Donc vous allez constater comme quoi je peux prendre soit 4, 0,85 ou bien 3,85. Ce sont des valeurs proches. Pourquoi? Parce que on s'approche vers l'infini, d'accord? On s'approche vers l'infini. Voilà. Donc nous avons F lu sur la table c'est-à-dire sur la table c'est-à-dire de student, pardon, de Fischer. Donc, une fois que c'est-à-dire vous faites la comparaison, certainement vous allez, donc on va accepter H1, ça veut dire le modèle, donc on peut dire que le modèle il est significativement différent, il est différent de 0, R carré est significativement différent de 0, je vais retenir H1, et globalement le modèle il est significatif. Maintenant, relativement c'est-à-dire à la question 9, en supposant que la rentabilité de l'indice boursier américain augmente de 2%, en quatrième, pourquoi? Parce que, comme je l'ai précisé, les données qu'on a dans cet exercice se limitent, je pense, donc voilà, se limitent au niveau de l'année 2005, troisième trimestre. Donc, vous avez troisième trimestre. Ça, c'est les données de la variable endogène, et ça, c'est les données de la variable exogène. Et on a bien précisé comme quoi, pour que je puisse faire des prévisions, supposons que vous avez bien estimé votre modèle et vous avez fait les tests de significativité partielle
est global et vous avez bien, c'est-à-dire conclu comme quoi le modèle il est significatif. Donc je peux faire des prévisions ou bien des prédictions futures à travers de la régression qu'on a fait, c'est-à-dire sur la base des résultats qu'on a obtenus dans les 62 observations, autrement dit de 1990, deuxième trimestre jusqu'au 2005-2003, je peux, si jamais le modèle il est bien, donc je peux faire des projections futures, ce qu'on appelle des prévisions, mais des prédictions, afin de déterminer la valeur de la variable endogène pour la période 2005, quatrième trimestre. Mais je dois savoir la valeur c'est-à-dire la valeur de la variable exogène pour la quatrième, pour la période 2005-4. Donc, sinon, je ne peux pas faire la prévision. C'est la raison pour laquelle vous avez dans la question, supposons que les rentabilités de l'indice boursier américain, la variable exogène, je dois le connaître, augmente de 2% au quatrième trimestre. Donc, je vais prendre la valeur de 2005, la valeur de 2005-3, et je vais l'augmenter de 2%. Donc, il va augmenter de 2%. C'est ça la valeur, pardon, la valeur de... Donc, je vais prendre la valeur 0,0767 et je vais l'augmenter de 2%. Donc, voilà, ça c'est la valeur c'est-à-dire de la variable, de votre variable exogène pour la période qui fera l'objet de la prévision. Bien. Donc voilà, donc je dois déterminer, comme nous l'avons déjà vu dans l'exercice précédent, on doit déterminer la valeur, l'estimation ponctuelle, bien la prévision ponctuelle de RDG 2005, la variable exogène 2005-4. Donc je vais prendre c'est-à-dire RDG 2005-3, égal à 0,015, c'est une donnée, comme je l'ai précisé auparavant. Donc RDG 2005, faites attention, augmenter de 2%, faites attention, il ne faut pas le multiplier par 0,02. Il faut le multiplier parce qu'augmenter de 2%, il faut le multiplier par 1,02. Il est augmenté de 2%, une augmentation, c'est-à-dire plus de 100%. Donc c'est 0,015 multiplié par 1,02. D'accord? Donc si jamais il est diminué par exemple, de 2%, c'est autre chose. Donc il faut diviser par 0,98. Donc ici, comme vous le voyez, 0,015 multiplié par 1,02 est égal à 0,153. Donc cette valeur, c'est la valeur de la variable exogène qu'on va utiliser afin de faire des prévisions. Donc voilà. Maintenant, pour que je puisse déterminer l'estimation ponctuelle de RDG 2005-4, ça c'est la variable endogène, je vais utiliser les résultats que je viens de déterminer auparavant. Je vous rappelle que on a déjà, c'est-à-dire estimé le modèle et on a trouvé, voilà, ça c'est l'estimation sur la période sur 62 observations. Donc je vais utiliser ces données pour que je vais remplacer RDG par la valeur que je viens obtenir tout à l'heure pour déterminer la rentabilité de l'indice européen pour l'instant 2005-4. Donc voilà, la constante est égale à 0,0 moins 0,094 et la pente est égale à 1,24. Donc si je remplace chaque terme par sa valeur, certainement vous allez trouver, voilà, chaque terme par sa valeur, voilà, je vais trouver comme quoi la rentabilité de l'indice européen en la période 2005 ou la période suivante 2005-4, c'est-à-dire T plus 1, est égal à 0,096. Et la suite consiste à déterminer, ça c'est une estimation ponctuelle, j'ai déjà expliqué la fois dernière comme quoi l'inconvénient de cette estimation ou bien prévision ponctuelle, c'est qu'il ne donne pas le risque de se tromper. On ne peut pas être sûr et certain comme quoi on aura une rentabilité de 0,096. C'est la raison pour laquelle je vais prendre en considération, c'est-à-dire l'intervalle c'est-à-dire l'estimation par intervalle de confiance. Et je vous rappelle que la formulation de l'estimation par intervalle de confiance, de la prévision, c'est voilà, ça c'est c'est-à-dire ça c'est c'est-à-dire ça c'est la prévision ponctuelle. C'est ce que nous avons trouvé ici. Ça, c'est l'estimation ponctuelle. Il y a la prévision ponctuelle. D'accord? La prévision ponctuelle. Mais je dois rajouter ce qu'on appelle une marge de fluctuation. La marge de fluctuation, ça sera le T, comme je l'ai précisé la dernière fois, le T de student. Je vais la lire à partir de la loi de student. On a déjà vu comme quoi est égal à approximativement 1,99.
1,99 ou bien 2. Je vais prendre soit 1,99, soit 2. Ou bien je peux même, dans l'intervalle de prévision, je peux même utiliser le T, l'approximation par la loi de la loi normale centrale réduite 1,96. Donc les deux solutions sont possibles. Voilà, pourquoi? Parce que le nombre d'observations dépasse 30. Et j'ai déjà, c'est-à-dire déterminé dans les questions précédentes, j'ai déterminé l'estimateur de la variance de l'erreur, l'estimateur de la variance de l'erreur, voilà, l'estimateur de la variance de l'erreur, ça c'est la variance de l'erreur, je l'ai porté au racine carrée, pourquoi? Parce que dans l'intervalle de prévision, il y a uniquement l'écart type et non pas la variance. Et voilà, vous avez la formulation c'est-à-dire de l'intervalle c'est-à-dire de la variance de l'erreur de prévision, c'est 1 plus 1 sur n plus xt plus h moins x bar moins x bar, le tout au carré, divisé par la somme de x de t au carré. Donc c'est ce qu'on a appliqué Sauf que ici, RDG 2005, nous l'avons déjà, RDG 2005, nous l'avons déjà calculé égal à 0,0153. Donc si on fait une application, c'est-à-dire une application numérique, c'est-à-dire de cet intervalle de prévision, voilà, donc la rentabilité pour la période 2005, quatrième trimestre, donc est égale à 1, elle est comprise entre moins 0,1027 et 0,1218, avec un risque de 5% ou bien une confiance de 95%, contrairement à ce qu'on a trouvé ici. On a trouvé comme quoi que la rentabilité de l'euro est égale à 0,096 et vous constatez que le résultat qu'on a trouvé, il est juste. Pourquoi? Parce qu'il est, pardon, il est logique, d'accord, il est possible. Pourquoi? Parce que la valeur de 0, la prévision ponctuelle, 0,096, elle est déjà comprise dans cet intervalle. Parce que nous avons, n'oubliez pas que cette valeur, c'est-à-dire cette valeur 0, donc 0,096, c'est ce qu'on a mis dans l'intervalle de prévision. D'accord? C'est ce qu'on a mis dans l'intervalle de prévision, plus ou moins la marge de fluctuation, bien la marge d'erreur. Donc il vous donne cette valeur. Donc je peux dire que la rentabilité dans la période, c'est-à-dire 2005, quatrième trimestre, donc il est comprise entre des valeurs. Éventuellement, c'est-à-dire l'explication qu'il faut donner par exemple à cette valeur négative, parce que la rentabilité de l'indice boursier européen, je peux dire, c'est un intervalle de confiance. Il faut donner une explication économique ou bien financière à votre borne inférieure et la borne supérieure. Je peux dire, voilà, si jamais on a une très bonne conjoncture, c'est-à-dire économique mondiale, on aura cette valeur, 12,18%. Sinon, il y avait une mauvaise conjoncture, donc la rentabilité, ce sera 10,27, moins 10,27%, mais uniquement, ça c'est uniquement pour la période 2005-2004. Si jamais on fera des projections par la suite, on peut dire qu'on peut trouver des améliorations. Donc voilà concernant cet exercice qui porte sur la globalité de ce qu'on a bien vu dans le cadre de ce modèle de régression simple. Donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance afin de traiter d'autres exercices.